Bonjour, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur les ondes de Quizy, oui, en direct à la radio, à la télévision, sur internet avec l'infoquizy.fr. Aujourd'hui, on va recevoir le préfet Thierry Suquet. Évidemment, tout le monde se pose la question, alors, comment il est? Eh bien, il est sur le plateau, on va lui poser la question. Thierry Suquet, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur le préfet. Ouais, je le disais tout à l'heure en plaisantant un petit peu, même hors antenne. Alors, comment il est, Thierry Suquet? Comment vous vous qualifierez? Rayé? Comme un fonctionnaire, un haut fonctionnaire là, qui arrive à Mayotte à la demande du gouvernement et qui vient se mettre au service de cette île et de ce département. Et puis autrement, plus personnellement, je suis marié, le père de 3 enfants. Ma femme et mon dernier fils me rejoindront à la fin du mois à Mayotte. Et puis comme un homme qui aime la musique, la lecture, la marche, le sport. Voilà, ouais. Et ça vous va, je suis bon. Oui. Pour l'instant, ça va, monsieur le préfet. Comment ça s'est passé? Comment vous avez appris que vous alliez venir à Mayotte? Je ne sais pas si vous avez le droit de le dire, mais comment ça se passe? C'est un coup de fil, c'est une réunion, et on vous dit, bon Thierry, tu vas aller à tel endroit, voilà ta feuille de route. Ça se passe comme ça? Alors ça se passe en partie comme ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a eu ces discussions-là au ministère de l'Outre-mer. Avec le ministre de l'Outre-mer? Oui, avec le ministre de l'Outre-mer, avec ses collaborateurs sur l'idée, est-ce que vous êtes prêt à partir à Mayotte? On en parle, voilà ce qu'on attend, etc. Et puis après, il y a un long tunnel de silence. Et puis un mardi soir, à 22h, un coup de téléphone qui dit c'est toi, demain tu seras nommé au Conseil des ministres. Alors ça se prépare longtemps à l'avance sans qu'on sache si ça va aboutir. Ouais. On est manifestement testé et ensuite il y a ce choix du président de la République et du gouvernement sur lequel on n'est pas consulté. Hein, ce qui prouve aussi voilà, cette responsabilité, cette déléguée du gouvernement, c'est pas un mot, hein, c'est un geste de confiance. Oui, c'est plus que le préfet. Même si on va y revenir, mais c'est délégué du gouvernement. Oui, c'est préfet de Mayotte, délégué du gouvernement. Ça va voilà, bien plus loin qu'un simple préfet. Hein. On l'a vu hier sur le défilé militaire où j'ai pu accompagner le commandant des troupes sur le commande et voilà, c'est effectivement ce rôle un peu particulier. Mais c'est surtout le geste de confiance du gouvernement. Voilà, c'est une responsabilité qui engage. Ça veut dire que vos valises sont prêtes, étaient prêtes au moment où vous avez été nommé en Conseil des ministres. Il se passe combien de temps après pour dire, bon, allez chérie, on y va? 3 semaines. 3 semaines. 3 semaines entre la nomination au Conseil des ministres et la prise de fonction d'un préfet. Ouais. Ça, c'est pareil dans tous les départements. Oui, bien sûr. C'est pareil dans le Loir-et-Cher et à Mayotte. Ouais. 3 semaines. Avec une petite différence quand même, Mayotte, c'est pas le Loir-et-Cher, avec les missions qui sont les vôtres. Ici, sur une île comme Mayotte, c'est pas forcément les mêmes que dans le Loir-et-Cher, là-dessus on est bien d'accord justement. Sébastien Lecornu, le ministre des Outre-mer, encore en poste, vous a donné quoi comme consigne, comme mission, comme feuille de route, pour employer un langage commun à vous? Écoutez, c'est une feuille de route extrêmement claire, hein. En 4 points. Continuer à préparer la loi Mayotte, lutter contre l'immigration illégale, travailler à la sécurité des Mahoraises et des Mahorais et assurer la protection des Mahoraises et des Mahorais, et puis participer et travailler au développement économique de l'île. Vous voyez, 4 points relativement clairs, plutôt clairs, ouais. Et une feuille de route simple. Après, à nous de se donner les moyens de la mettre en œuvre. C'est ça, parce qu'en fait, cette feuille de route, c'est 4 points. Tous les préfets de l'histoire de Mayotte ont eu à quelque chose près la même feuille de route. Est-ce que du côté de Paris, on vous a mis le doigt sur un point particulier en disant attention à ça, donne la priorité à ça ou donnez la priorité à ça? Est-ce que la feuille de route est un peu plus détaillée, j'imagine? D'abord, il y a un point qui n'était pas le même tout le temps, ouais. Mais qui a été celui de mon prédécesseur et qui est le mien, c'est la loi Mayotte. Oui. Parce que, voilà, c'est déjà un premier point nouveau. Ensuite, on peut s'inscrire dans la continuité. Ce qui est quand même relativement nouveau, ce sont les moyens qui ont été donnés, en particulier depuis 2018, pour les forces de l'ordre dans ce département, que ce soit la lutte contre l'immigration illégale ou la sécurité. On a des moyens importants
en nombre depuis ce moment-là. Aujourd'hui, il nous appartient de les utiliser de la meilleure façon possible. Et donc voilà, les précisions, elles sont surtout sur ces éléments-là. Travailler à fond la feuille de route, les grands objectifs de la feuille de route. Et puis un dernier point, faites-le avec les élus. C'est-à-dire ici, il n'y a pas un préfet séparé du reste du monde qui met en œuvre les politiques publiques. Rien ne peut se faire sans travailler avec les élus, le président du conseil départemental, les maires, les parlementaires. On doit travailler ensemble sur ces sujets. Alors justement, sur la loi Mayotte, vous en parliez à l'instant, un sujet qui évidemment intéresse tout le monde, tous les habitants de cette île. Mais moi, personnellement, il y a quelque chose qui me dérange, parce que quand on dit la loi Mayotte, c'est comme si Mayotte n'était pas dans la République. La loi, c'est la même dans le Loir-et-Cher, en Normandie, en Gironde, à Paris. Pourquoi il y aurait une loi Mayotte ? D'abord parce que nous sommes dans le département le plus jeune de France. Il est récent, il a aussi une population particulière, une situation géographique particulière. Oui. Et donc la loi Mayotte, c'est la capacité à se donner des leviers pour faire évoluer ce département dans le sens de la convergence. Oui. On le sait bien, il nous faut à la fois accepter le caractère départemental de Mayotte comme une réalité, et c'est une réalité. Et puis il nous faut accepter aussi la situation spécifique qu'on a besoin d'utiliser des leviers particuliers. C'est ça la loi Mayotte. Il n'y a pas derrière ça l'ambition ou l'objectif, comme il y a pu y avoir un certain temps, de dire, bon voilà, on crée une loi Mayotte, histoire de rendre Mayotte un peu plus autonome par rapport à un certain contexte. Annick Girardin avait eu cette idée à un moment donné, qui est tombée à l'eau, bien évidemment. Mais quand on dit loi Mayotte, derrière, c'est pas ça qui résonne. Ah, c'est pas ça qui résonne. Okay. Vraiment, ce qui résonne, c'est se donner les leviers pour faire de ce département, faire encore plus dans ce département. Voilà. Alors, côté sécurité, Dieu sait que c'est important ici à Mayotte, il semblerait que ce soit votre domaine de prédilection, en tout cas une belle expérience sur la sécurité. Est-ce que vous pouvez d'abord nous parler un petit peu de votre expérience en termes de sécurité et comment vous allez pouvoir mettre en application cette expérience au service d'une délinquance peut-être particulière ou pas ? Alors avant de venir à Mayotte, j'étais préfet délégué défense et sécurité à Lyon. C'est un mot très long pour désigner un préfet de police qui n'a pas l'autonomie d'un préfet de police comme à Paris ou à Marseille, mais qui gère exactement les mêmes sujets. Donc tous les jours à Lyon, je me suis occupé de la lutte contre la délinquance, de la lutte contre les violences urbaines, du démantèlement des points de stup et des deals. Pour ça, on s'est appuyé d'abord sur une présence régulière et constante de la police et de la gendarmerie. On a partagé des diagnostics avec quelques mairies sur les points primordiaux, là où il fallait qu'on soit, là où c'était important, là où ça allait être perçu par les habitants. Parce que notre problème, c'est que la police et la gendarmerie sont présents là toutes les nuits. Oui. Toutes les nuits, moi je lis les comptes rendus, on s'interpose pour éviter des violences, on sauve des gens, on élucide des affaires, on trouve des responsables. On a beaucoup de mal à faire passer ce message. Et pour que ça passe, il faut qu'on aille sur des endroits stratégiques, là où on a vraiment besoin de nous et là où on va le faire voir et le faire savoir. Et c'est pour ça que je disais, depuis que je suis arrivé, c'est pas seulement une question de moyens. Il faut qu'on tourne le problème dans l'autre sens. On a des moyens, ils sont importants, il faut qu'on les utilise bien. Et quand on utilise bien nos moyens, on a tendance à les voir se renforcer parce qu'on est bon et qu'on a des résultats. Voilà, c'est ça l'expérience de préfet de police et c'est ça que je voudrais aujourd'hui aussi partager sur le territoire. Alors pour le moment, je le dis avec beaucoup de modestie, moi je suis là depuis 72 heures. Évidemment, j'ai rencontré les forces de l'ordre depuis mon arrivée. Je l'ai fait dès dimanche soir. Je n'étais pas encore en fonction officiellement que j'ai déjà été rencontrer la LIC. Je voulais voir comment ça se passait. Je vais continuer, on va faire ces diagnostics. Mais par exemple, ce travail de partenariat avec les collectivités sur le champ de la prévention, c'est quelque chose que j'ai vu partager avec les maires et avec le président du conseil départemental sans aucune difficulté. Donc ça, la continuité des packs de sécurité, on va y aller à fond. Donc pour vous, la sécurité qu'il faut mettre en place ici à Mayotte, c'est le même type de sécurité ou de délinquance que l'on retrouve en métropole, ou vous faites une différence ?
J'ai pas dit ça. Ouais, j'ai dit que pour le moment, il fallait vraiment qu'on partage le diagnostic. D'accord. Moi, j'ai une expérience qui a réussi à Lyon, une méthode qu'on mettait en place. Cette expérience, je viens la mettre là. Maintenant, une nouvelle fois, avec les élus, on a partagé un certain nombre de choses. Je veux dire, demain, il faut qu'on rentre dans le détail, dans les diagnostics. Il faut aussi que j'apprenne, moi, de ce territoire. Et je viens pour apprendre comment fonctionne l'île. Et voilà, c'est simplement ce type de service et cette démarche sur laquelle je voulais appuyer en parlant de sécurité avec vous. Alors, quand Sébastien Lecornu vous a donné votre feuille de route, est-ce qu'il vous a donné des moyens de réaliser cette feuille de route? J'ai presque la réponse dans ma question, puisque vous venez de dire à l'instant, il faut faire avec les moyens policiers que l'on a, plus de policiers, plus de gendarmes. J'ai lu dans la presse que selon vous, c'était pas forcément ça qui était nécessaire, mais plutôt une réorganisation, un redéploiement. Tous les préfets, Monsieur Suquet, ont essayé de réorganiser. Ils y sont plus ou moins arrivés. Il y a eu quelques renforts, c'est vrai. Mais ceux qui sont partis à la retraite ou mutés n'ont pas été remplacés. Et au bout du compte, on se retrouve à un moment donné à la même chose qu'il y a 2 ans, 5 ans, 10 ans. Il y a des effets d'annonce, il y a des policiers qui arrivent, mais il y en a aussi qui partent. Bien sûr, parce que ça fait partie de la vie de la police et de la vie administrative et de la vie tout court. On mute, on change, etc. Mais ce que vous venez de dire est pas tout à fait exact. Non, on a mis des moyens importants qu'on a pu mesurer. J'ai fait le point. J'ai pas vu que le ministre de l'Outre-mer avant de partir. J'ai été au cabinet de Gérard Darmanin. On a regardé les effectifs qui avaient été mis en place, les efforts qui avaient été faits et les engagements qui ont été pris. Là, ils ont été tenus et aujourd'hui on a des moyens. Alors avant d'en demander de nouveaux, c'est ça que je voudrais vous dire. Avant j'arrive au bout de 72 heures dans l'île, je prends pas mon téléphone pour appeler le ministre et lui dire il me faut des policiers tout de suite. On va travailler avec les renforts qui sont arrivés. Je vous dis une nouvelle fois, on a besoin de poser le diagnostic, de réfléchir à la méthode tout en étant présent comme on le fait là aujourd'hui toutes les nuits. C'est-à-dire on s'arrête pas en cours de route. Je vous le redis, moi cette nuit, il y avait des policiers et des gendarmes qui étaient présents sur le terrain. Comme toutes les nuits, tous les matins, je vois les comptes rendus, on a du monde. Donc voilà, on est dans ce schéma-là. Et d'abord, on va travailler avec les renforts qu'on nous a donnés pour améliorer la situation. Et je vous dis une nouvelle fois, retournons les choses. C'est quand on aura bien travaillé qu'on va montrer des résultats. Quand on appelle des résultats, on a tendance à avoir des moyens de plus. En tout cas, ça, c'est la méthode Darmanin. Et la méthode Darmanin, elle consiste à donner à ceux qui ont, parce que c'est là qu'on sera efficace. Côté immigration, impossible d'éluder le sujet. C'est notre quotidien ici à Mayotte. Est-ce que là aussi vous avez une vision, une idée de la manière dont on peut arriver, j'allais dire enfin, à contrer cette immigration? Je parle bien d'une immigration irrégulière, celle qui correspond à des gens qui rentrent chez nous sans y être invités, qui s'y installent et qui vivent parfois de manière un peu compliquée. Est-ce que là aussi, il y a des moyens qui sont donnés pour lutter encore plus contre l'immigration irrégulière? Bien sûr, vous l'avez vu, on a les intercepteurs qui sont arrivés, on a les moyens aériens. Les moyens aériens, il nous reste à les pérenniser, mais on y travaille déjà et c'est une des premières missions concrètes sur lesquelles je suis. Ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est que 4 Kwassa sur 5 ne rentrent pas à Mayotte. Soit ils sont interceptés, soit ils font demi-tour. Tous les combien? Parce que c'est ça en fait. Non mais tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, c'est... Non, je vous dis 4 sur 5. Oui, mais ça veut dire qu'il y en a 5 qui partent. Il y en a 5 qui... Est-ce qu'on est sûr qu'il n'y en a que 5 qui partent? Oui, parce qu'aujourd'hui, sur ceux qu'on identifie avec l'ensemble des radars, mais aujourd'hui, on a entre 75 à 80% des Kwassa qui soit sont interceptés, soit ne rentrent pas. Ça, c'est une réalité et c'est 3 fois plus qu'en 2019. De la même façon, le nombre de gens qui repartent et qui sont interceptés en mer, pardon, c'est 3500 sur les 6 premiers mois de l'année. C'est 2 à 3 fois plus qu'au début de l'année 2019. Et puis sur les retours, on est là aussi sur des chiffres qui sont sensiblement pour les 6 premiers mois de l'année, les mêmes que ceux de l'année 2019 qui sont la dernière année de référence. Donc on voit bien... On parle pas de 2020 parce que c'est une année un peu compliquée avec
avec le Covid, évidemment, tout a été chamboulé. Et c'est pour nous un défi parce que 2019, ça a été une bonne année et donc on prend des références qui sont élevées, on se met la barre haute. Donc on voit que là-dessus aussi, on a récupéré des moyens et qu'on a changé de dimension d'efficacité. Hein. C'est très symbolique, mais qu'on ait eu un sous-préfet en charge de la lutte contre l'immigration irrégulière et clandestine, c'est quand même un signe. Alors vous me direz, c'est clair. Voilà, mais faut aussi ça a fonctionné, hein. Ça fonctionne. Voilà, donc là on continue sur le même schéma, une nouvelle fois approfondir le sillon. Moi je crois beaucoup que ce qui est efficace, c'est de revenir sans arrêt. On n'est pas là pour faire des coups, on est là pour que sur ces sujets-là, on sache que tous les jours, ça ne sera pas possible de rentrer. Ouais. Quand on parle d'immigration, il y a de grandes familles d'immigration irrégulière. Évidemment, il y a l'immigration qui arrive des Comores, on va pas se voiler la face, c'est la grande majorité, mais pas que, monsieur le préfet. Il y a de plus en plus de gens qui arrivent d'Afrique. On a des Tibétains qui arrivent. On a des Malgaches de plus en plus, et notamment des jeunes femmes qui arrivent de Madagascar en bateau. Peut-être pas tous les jours, mais toutes les semaines. Il y a des gens pour qui Mayotte, donc terre française, sera le moyen de demander l'asile politique. Pour d'autres, notamment pour nos amis comoriens, ça sera évidemment pas le cas. On nous explique aussi que la France, donc le préfet, va devoir, quand je dis préfet, c'est la préfecture, c'est pas vous en personne, bien évidemment, financer le billet d'avion qui va permettre aux demandeurs d'asile d'aller en métropole pour défendre leur dossier OFPRA. Info ou intox? Aujourd'hui, on a un certain nombre d'entretiens OFPRA qui se font par visioconférence. Alors, le droit d'asile, c'est un droit inaliénable. Quand on fait une demande de droit d'asile, elle doit être étudiée. Notre problème, c'est comment on le fait vite, comment on le fait bien, comment on élimine très rapidement les histoires stéréotypées, et comment très vite le débouté du droit d'asile repart soit dans son pays d'origine, soit dans le pays par lequel il est arrivé. Pour nous, l'enjeu, il est là. Depuis Mayotte, on s'est pas envoyé ailleurs qu'aux Comores ou à Madagascar, mais c'est tout. Voilà, et on utilisera en particulier ces moyens Non, mais on a en particulier, on est en train de travailler sur la façon pour les étrangers en situation irrégulière. On va donner des priorités sur des renvois individuels de ceux, par exemple, qui sont des délinquants et qui causent des troubles graves à l'ordre public. Ça, c'est une vraie priorité, par exemple. Hein. Que quelqu'un qui est un délinquant ne puisse pas rester sur le territoire national quand il est en situation irrégulière, c'était pas quelque chose de gagné. On avait des habitudes qui font que tout ça traînait. Dans l'objectif, c'est de raccompagner, là aussi, les directives ministérielles sont claires et j'ai un mandat avec mes équipes pour mettre ça en avant. Une petite nouveauté, il nous reste une minute dans, cette première partie de CQFD. Une centaine de cartes de séjour ont été refusées, en tout cas enlevées à certaines personnes qui étaient en situation donc régulière, mais qui se sont mal comportées sur notre territoire. Est-ce que c'est le début d'un processus ou c'était une vision de l'ancien préfet ? Ah non, c'est le début d'un processus. Ça rentre dans... C'est la suite de ce que je viens de vous dire. Si vous vous comportez pas bien sur le territoire français, vous n'avez aucune raison de rester. La France peut avoir besoin d'accueillir des travailleurs étrangers, elle peut avoir besoin de... C'est aussi comme ça que la France est construite. Absolument. Par contre, si vous ne respectez pas les valeurs républicaines, si vous êtes un délinquant, si vous vous comportez pas bien, vous n'avez aucune raison de rester sur le territoire national. Là aussi, c'est une politique nationale. Mon prédécesseur avait commencé à la décliner à Mayotte, je vais la poursuivre. Alors, ils n'ont pas aucune raison de rester sur le territoire national. En revanche, vous avez le droit de rester sur notre plateau, si vous êtes d'accord. On va tourner une page de publicité, on va écouter le journal de Léonard Rodier, et on se retrouve juste après avec Thierry Suquet, le nouveau préfet de Mayotte. Allez, retour sur le plateau de CQFD, toujours avec Thierry Suquet, le préfet de Mayotte. On va essayer de parler économie, on va essayer de parler développement. Il n'y a pas que l'insécurité et les problèmes d'immigration à Mayotte, même si c'est un sujet
important, mais il n'y a pas que ça. Mais juste avant, on a pas mal de réactions sur l'histoire de l'OFPRA et de ce fameux billet d'avion. Est-ce qu'on peut revenir en détail sur le processus, sur ces demandeurs d'asile qui doivent aller en métropole, ou en tout cas être reçus par l'OFPRA? Ça va se passer comment exactement? Alors, en réalité, c'est l'OFPRA qui vient à Mayotte. C'est-à-dire que de façon très régulière, l'OFPRA envoie à Mayotte des agents chargés des entretiens. Et les demandeurs d'asile qui sont à Mayotte sont entendus à Mayotte, voilà, ou sont entendus en visio le cas échéant. Mais c'est bien l'OFPRA qui vient à Mayotte, et on a 2-3 agents qui font ce qu'on appelle une mission foraine. Bien évidemment, on ne paye de billets à personne pour rejoindre la métropole. Ah, d'accord, donc ces fameux billets d'avion dont on a entendu parler, c'est... presque un tox, c'est pour l'OFPRA. Ah oui, enfin, je veux dire... Vous payez les billets d'avion de l'OFPRA. C'est l'OFPRA qui vient ici, absolument. Il n'y a pas de demandeur d'asile qui se voit payer un billet d'avion pour aller en métropole. Il fallait le dire et éclairer cette situation. Côté économie, là aussi, il y a à faire. Il y a l'économie de Mayotte, évidemment, l'économie au quotidien, et puis il y a l'économie avec la coopération régionale. Difficile d'imaginer une économie développante à Mayotte sans regarder autour de nous, même si parfois, et on est les premiers, on a l'impression qu'au monde, il n'y a que Mayotte. Hein. Mais c'est vrai que quand on prend un peu de hauteur et qu'on regarde, on dit, voilà, on doit pouvoir faire du business dans notre zone océan Indien. Est-ce que parmi les missions qui vous sont confiées par le ministre des Outre-mer, ce regard a eu de l'importance dans votre rendez-vous avec lui ? Oui, en tout cas, l'environnement régional, évidemment, on avait beaucoup. Le développement de l'économie aussi. Là, dans vos titres, vous annonciez la création du P2IM, le pôle d'innovation intégrée de Mayotte. C'est un point important. Hein. C'est la première fois que ça se fait pour Mayotte. C'est l'arrivée des fonds investissement d'avenir. Voilà, c'est de la capacité à faire partir à la fois de l'île ou à amener et à développer de l'innovation, de la nouveauté à partir des atouts que nous avons. Et en fait, il faut poser la question en termes de capacité à exporter du savoir-faire, de la réussite économique à partir de l'île, et évidemment dans son contexte régional. Voilà, moi pour le moment, ça m'est difficile d'en dire plus. Là, une nouvelle fois, non pas que l'État n'ait pas de clés, mais les clés, enfin, on apporte des moyens, on apporte du soutien, de l'aide à l'ingénierie et à la conduite de politique. Et en même temps, il faut que les entreprises et les entrepreneurs se lèvent. On a un nombre de créations d'entreprises, même si c'est beaucoup de micro-entreprises à Mayotte qui est important. On a de la création d'emplois. Il y a un vrai dynamisme. Il faut effectivement que ça s'inscrive dans le bon sens du terme dans l'économie internationale. Alors, on a parlé de la coopération régionale, en tout cas on l'a abordé, mais concrètement, pour développer l'économie à Mayotte, et pour qu'elle soit durable, pas faire du one-shot, est-ce que la commande publique joue un rôle important dans ce système de développement? Alors il y a probablement une commande qui jouera un rôle important, c'est la piste longue. Engagement du président de la République, arrivée d'un monsieur Piste longue. Et on est là aussi sur Très joli nom du reste, monsieur Piste longue. Oui, non. Mais on est sur des engagements tenus, c'est-à-dire qu'on commence à voir les signes concrets de la mise en œuvre, et on sait que la piste longue n'est pas une baguette magique, mais c'est un outil de développement, parce que c'est un outil qui permet de concevoir arrivée départ d'une façon différente. On a un certain nombre d'outils sur lesquels on peut travailler de façon importante, et évidemment avec de la commande publique. Alors soit sur l'infrastructure comme celle-là, il y a une commande publique qui est quand même un levier de travail local autour du bâtiment. On dit qu'il faut, on doit faire une classe par jour pour répondre aux défis scolaires. À Mayotte, on a un vrai défi pour répondre d'abord sur les écoles maternelles et primaires en termes de construction, les collèges, lycées, et voilà, donc on s'y emploie aux côtés des collectivités locales tous les jours. Ces investissements-là, c'est du développement économique concret. Alors là, quand vous parlez d'éducation nationale, et notamment la construction d'écoles, une question que j'ai posée il n'y a pas si longtemps que ça à quelqu'un d'autre. Le jour où on aura recouvert Mayotte d'écoles,
C'est-à-dire qu'on aura construit des écoles partout. Comment on va gérer ça après? Il n'y aura plus de place? C'est-à-dire qu'en fait, ce que je veux dire par là avec beaucoup de dérision, c'est qu'on est dans la construction d'écoles parce qu'il y a une forte immigration sur notre territoire. Légale, pas légale, ça c'est encore un autre débat. Mais il y a une immigration qui se fait sur notre territoire. Donc on construit des écoles, et on en construit, et on en construit. Et il y a un moment où on ne pourra pas aller plus loin que la barrière de corail. Comment on va faire à ce moment-là? Bien sûr, mais alors d'abord on construit pour répondre à un impératif d'égalité républicaine qui est la scolarisation des enfants. Tous les enfants doivent aller à l'école. Voilà. Ensuite, on a de la prévision pour répondre. On sait qu'on a une croissance démographique extrêmement forte, donc on a cet enjeu. Et je veux dire, probablement à un moment donné, on va aussi retrouver des caractéristiques démographiques d'un département plus classique, c'est-à-dire avec une natalité qui évoluera moins vite. Etc. Et dans ce cas-là, on fera ce qu'on fait partout en France. Au bout de 30 ans, on recycle les écoles pour en faire d'autres équipements publics. D'accord. L'Europe et les fonds européens, Mayotte est aussi une terre européenne, faut-il le rappeler. Mayotte se développera et pourra investir avec les fonds européens. Alors, on n'a pas le pétrole, nous, à Mayotte, mais on a les idées. Et l'argent est du côté de l'Europe, plus trop du côté de l'État. Regardons les choses telles qu'elles sont. En tout cas, l'État vient en soutien à un projet européen, on est bien d'accord, mais les moyens financiers sont du côté de l'Europe. Est-ce que on va pouvoir répondre au premier des problèmes, qui est notre lourdeur administrative? Il y a plein de gens ici à Mayotte, et vous allez les rencontrer forcément, qui ont des projets parfois mal écrits, parfois mal expliqués, parfois qui ne rentrent pas bien dans les cases. Mais les idées sont là, et c'est souvent des très bonnes idées. Est-ce qu'il y a moyen, dans cette loi Mayotte, d'adapter le processus administratif à la problématique de Mayotte? Alors d'abord deux choses. L'État met de l'argent à Mayotte. C'est encore un département où on est extrêmement présent. On a un budget opérationnel. C'est une spécificité des départements d'outre-mer sur lequel on met beaucoup d'argent. Oui. On met aussi de l'argent sur ce qu'on appelle de l'aide au développement qui est plus spécifique. Mais donc on a des moyens de l'État qu'on met aujourd'hui à Mayotte qu'on ne met pas dans les autres départements français. Oui, c'est vrai. Ça il faut qu'on le redise. Mais en termes d'investissement, c'est quand même la grosse manne, elle est côté européen. Alors après, on a des fonds européens. D'abord, on s'est mis en ordre de bataille. Mon prédécesseur et le président du conseil départemental ont construit ensemble un GIP. Pourquoi on construit un GIP? Pour répondre à ce que vous venez d'évoquer sur la lourdeur administrative. C'est quoi le GIP? C'est un groupement d'intérêt public dans lequel on va avoir aussi des acteurs privés qui peuvent intervenir, et c'est un mode de gestion qui est fait. Au lieu d'avoir des gestions en tuyaux, on a l'État et puis à côté on a le département et puis on a d'autres acteurs qu'on doit financer, et chacun travaille de son côté. Sur l'instruction des dossiers, l'idée c'est qu'on met nos forces en commun et que l'État, qui est aujourd'hui l'opérateur des fonds européens, le fait en s'associant au département et le fait en associant des opérateurs privés dans ces démarches-là, éventuellement des collectivités. C'est à ce moment-là qu'on pourra simplifier les dossiers alors? Alors c'est à ce moment-là qu'on aura les compétences pour répondre aux normes européennes. Parce que quand on est un département français, on répond aux exigences de l'Europe et c'est pas une loi française qui peut changer les règles européennes. Donc il faut, là aussi on va tourner les choses dans l'autre sens. En Allemagne, en Italie, c'est beaucoup plus simple de monter un dossier européen. Non, je crois pas. Non, il faut qu'on se dote des compétences pour le faire. En tout cas, on en parlait avant-hier avec le président du conseil départemental. Sur le sujet, on est parfaitement raccord. Le GIP qu'on met en place, là, qui est donc pas une structure administrative, c'est pas une structure de l'État, c'est un outil qui a été mis en place et qui est aujourd'hui bien utilisé dans notre pays pour mobiliser les énergies, avoir un mode de gestion souple et surtout de mobiliser les compétences. Là, on est d'accord pour poursuivre la démarche engagée. Et vous voyez, donc le sujet, c'est si on veut les crédits européens, il faut qu'on développe ici les compétences pour répondre à l'ensemble des dossiers. Et je suis convaincu qu'on a les moyens de le faire. Dans ce département, on envoie tous les ans 2000 étudiants se former en métropole.
Oui. Rendez compte de la richesse que ça représente, de jeunes garçons, de jeunes filles, là, qui ont le bac, avec des mentions qui vont aller dans les universités métropolitaines, de haut niveau à Paris, à Lyon, à Bordeaux, à Marseille, se former. Et ceux-là, demain, il faut qu'ils reviennent, au moins une partie d'entre eux, travailler sur ce genre de sujet. Et ils doivent remettre au service de Mayotte ce qu'on leur a donné quand ils étaient là pour leur permettre de se former. La santé, monsieur le préfet, l'un des piliers de notre fonctionnement, de notre société, d'une manière globale. Il y a un souci. Clairement, même si on sait que nos soignants font des efforts énormes, nos sages-femmes, c'est fabuleux ce qu'elles font et ce qu'ils font, mais on a le sentiment qu'on n'est pas au même niveau qu'à La Réunion ou qu'ailleurs. La preuve en est, nos femmes n'accouchent plus ou de moins en moins à Mayotte, mais on va aller accoucher à La Réunion, on va aller accoucher à Toulouse, à Lyon, à Paris, et moins à Mayotte. Et qu'on se rend compte que en fait, ceux qui vont accoucher à Mayotte, c'est ceux qui sont issus de l'immigration. Il y a quelque chose qui n'est pas normal, quelque chose qui tourne pas rond là. Vous êtes d'accord avec ça ? Enfin, je crois qu'il faut là aussi éviter d'avoir des raisonnements trop simplistes. Moi, ce que je constate, c'est que les efforts sont faits. Je pense par exemple à la structuration pour avoir une ARS de plein droit ici et plus dépendre de La Réunion. Donc ça a été fait. Ça a été fait. Le sujet de la santé aujourd'hui, c'est bien de venir là-dessus parce que le vrai sujet de la santé, c'est qu'il faut qu'on s'évite la Xème vague de la Covid-19 avec le variant Delta. Ouais. Et alors ça vous inquiète ça ? Parce qu'on a l'impression d'être bien protégé quand même à Mayotte. On a des très bons résultats. Oui, pour le moment, on a d'excellents résultats. Oui. On a des taux d'incidence qui sont bas. On fait pas mal de tests et donc on arrive à apporter des réponses en même temps. Oui. On a largement réouvert la capacité de voyager. Même si, je le rappelle, il faut continuer à avoir des motifs impérieux pour se déplacer dans un certain nombre de cas ou être vacciné. Donc oui, j'ai une inquiétude sur le fait on pourrait avoir une quatrième vague et qu'il faut se donner les moyens de lutter. Et il n'y a qu'un seul moyen de lutter, se faire vacciner. Ouais. Vaccin. Moi, j'entends les questions que nous pouvons avoir sur comment j'utilise mon passe vaccinal. Non, le vrai sujet, c'est si vous vous faites vacciner, vous pourrez tout faire. La clé de la vie normale, elle passe par le vaccin. Et la réponse là à ceux qui disent « Ah, mais moi je suis réfractaire au vaccin, mais je veux quand même aller au restaurant », et ben la réponse c'est « Faites-vous vacciner parce que l'apport de la vie normale, c'est le vaccin. » Aujourd'hui, on a 25% des Mahoraises et des Mahorais qui sont vaccinés première dose, 18 sur la deuxième. On va continuer les efforts là pendant tout l'été. J'en ai parlé avec Dominique Voynet mardi. On est convaincu qu'il faut maintenir cet effort-là. On va le faire. Il faut qu'on monte le niveau de vaccination. Et si on arrive à faire ça, on lutte contre le risque de quatrième vague et surtout, on se donne les moyens de mettre en œuvre tout le reste là. Parce que si on se repaye une période de confinement, de fermeture, on aura du mal à faire du développement économique. Vaccinez-vous. Vous parlez de vaccin, qui dit vaccin dit test. Les dernières déclarations d'Emmanuel Macron, notre président de la République, a clairement laissé entendre, et on a tous bien compris, parce qu'il a été très clair là-dessus, à terme, quand je dis à terme, c'est demain, il faudra payer son test. Comment ça va se passer à Mayotte? C'est pareil, c'est-à-dire que nous, le territoire le plus faible au niveau du PIB, on va devoir payer nos vaccins quand on va vouloir aller bientôt... Les tests, excusez-moi, autant pour moi. Les tests, est-ce que ça va se passer de la même manière qu'en métropole, ou est-ce que Mayotte aura une dérogation? Non, vous l'avez compris, l'objectif, c'est de ne plus avoir besoin des tests parce qu'on aura une population vaccinée, et que donc si vous êtes vacciné avec le vous avez un pass sanitaire, vous allez pouvoir voyager, vous allez pouvoir vous déplacer et vous allez pouvoir avoir un certain nombre d'activités. Donc l'objectif... C'est-à-dire qu'on n'aura plus besoin du test, monsieur le préfet, pour prendre l'avion. Parce qu'aujourd'hui, il faut le vaccin
Et le test. Et le test PCR. L'objectif avec un niveau de vaccination élevé et avec un niveau de population de vaccins qui garantit une forme d'immunité collective, on a pour objectif à terme que le test ne soit plus nécessaire. Et ceux qui voudront faire un test parce qu'ils ne sont pas vaccinés, ceux qui auront impérativement besoin effectivement d'un test pour tel ou tel déplacement d'affaires, d'agrément, devront le payer ou en payer une partie. Ouais. Alors, est-ce qu'on a une idée, parce que vous dites payer une partie, est-ce qu'on a une idée, c'est peut-être un peu tôt, je ne sais pas, hein, mais c'est important cette question, une idée du prix du Non, du j'ai test, pas d'idée. Ce que je constate quand même, c'est que c'est déjà en vigueur dans un grand nombre de pays européens et même autour de nous, hein. Même autour de nous. Chez nous, hein. Bon, et du côté donc du côté français, en assurant la gratuité des tests depuis le début de la crise, probablement jusqu'au début de l'automne, on a fait un effort énorme. Il nous reste 5 minutes. J'aimerais qu'on en consacre, si vous êtes d'accord, bien évidemment, monsieur le préfet, quelques-unes à quelque chose qui est important aussi à Mayotte, c'est aimer vivre. On aime rire. On aime s'amuser à Mayotte. On aime les voulées, on aime danser, on aime chanter, on aime les spectacles. Et Dieu sait que la culture a été mise à mal, comme d'autres départements, mais pardon, on s'intéresse à Mayotte, comme dans d'autres départements, mais la culture a été mise à mal ici à Mayotte. Et la culture dans tous les sens du terme, la culture musicale, théâtrale, mais aussi la culture traditionnelle, les danses traditionnelles n'ont pas pu avoir lieu parce que Covid, etc. Est-ce que pour les mois à venir, pour cette rentrée, en imaginant qu'on ne soit pas encore, j'essaie d'être par le Covid et cette 4e vague, est-ce qu'en dehors de ça, est-ce qu'on va pouvoir donner un coup de pouce pour retrouver des concerts, des festivals, des choses qu'on n'a plus depuis, j'ose le dire, des années? Alors si c'est depuis très très longtemps, on va pas des années, parce que 2, ça suffit. Voilà, ça suffit 2, ça suffit. Non, vous avez raison, il faut qu'on reprenne une vie normale. C'est l'objectif de la campagne de vaccination. Et vous êtes sensible à la culture. Vous l'avez dit tout à fait. Non, il faut qu'on reprenne cette vie normale. Il faut. Alors, une des conditions, c'est effectivement la vaccination. L'autre, c'est encore pendant un certain temps le respect des gestes barrières, le port du masque quand on est nombreux. Et puis voilà, petit à petit, cette vie culturelle là sur le terrain, ça reprend dans la vie associative, ça reprend dans la vie de tous les jours. Très honnêtement, je ne me suis pas encore penché non plus sur le sujet de quelle impulsion et quel levier supplémentaire pour que ça redémarre. Mais en tout cas, c'est effectivement une ambition qu'on puisse aussi faire la fête dans les mois qui viennent. C'est pour ça que c'est important de se vacciner. Vous reviendrez sur ce plateau pour nous dire qu'est-ce que vous mettrez en place pour faire redémarrer la culture au sens large du terme. Encore un point important pour Mayotte, pour tous les Mahorais qui vivent ici, mais aussi tous les autres, pour tous les habitants, c'est la protection de notre environnement. Aujourd'hui, on peut développer Mayotte sur le plan touristique si on arrive à protéger notre environnement. Alors, clairement, on le sent, il y a de gros efforts qui ont été faits, ça fonctionne, mais pas assez. On le sent bien quand on voit l'état de nos mangroves, c'est-à-dire ce qui protège notre île, quand on voit l'état de nos coraux, quand on voit l'état de notre lagon, c'est détruit par la faute de l'homme, clairement, et notamment le déboisement. L'eau ruisselle et va dans le lagon et envase beaucoup de choses. Est-ce que là aussi, il y a moyen de faire mettre en place des actions qui vont être efficaces et peut-être avec des moyens financiers importants? Oui, probablement. En tout cas, vous avez souligné les enjeux, les efforts qui ont déjà été faits. C'est clair. On a aussi un niveau de normes qui permet d'essayer de garantir la qualité de notre environnement et un objectif de maintien de la biodiversité qui est un véritable enjeu pour l'île. Plus généralement, on se situe quand même dans une perspective qu'on appelle maintenant de développement durable. C'est quelle planète on va laisser à nos enfants. Bien sûr. Et incontestablement, il va falloir poursuivre et amplifier les efforts dans ce domaine. C'est aussi du quotidien. Moi,
J'ai tenu il y a 2 jours une visioconférence avec Paris sur un sujet relativement simple, c'est comment on traite les véhicules hors d'usage. On les recycle, on travaille dessus, on s'aperçoit qu'on a beaucoup d'efforts à faire. On a des choses engagées, on a des services de l'État qui sont présents et des acteurs locaux qui sont présents aussi, mais c'est vrai qu'il faut développer une filière, un mode d'emploi. Et voilà, il faut donc s'attaquer à ces choses concrètes, là, un véhicule, le recyclage des véhicules, le recyclage des plastiques. Tout ça sont des choses qui sont en train de se mettre en place, mais qui doivent constituer un objectif important. Puis un objectif aussi individuel, la préservation de l'environnement, c'est de ma responsabilité. Quand je dis de ma responsabilité, c'est de la responsabilité de chacun et de chaque acteur de la société. Vous allez vous appuyer sur une équipe déjà en place au sein de la préfecture qui a fait ses preuves. Vous allez partir également sur le terrain, à la rencontre de la population, des élus. C'est quelque chose qui vous met la pression, tout ça, pour votre futur quotidien. Travailler avec une équipe déjà en place, même si vous en êtes le patron, il faut malgré tout arriver à s'intégrer à cette équipe dans son fonctionnement. Et puis le fonctionnement des élus également. Est-ce que quelque part ça vous met un peu de la pression, ou vous dites non, ça fait partie du processus normal et il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas? Une des premières choses que j'ai apprises, c'est peut-être même la seule chose que j'ai apprise à l'ENA. C'est quand on est dans la fonction publique, on ne choisit pas ses collaborateurs. Donc j'ai adapté mon mode de management à ça et à apprendre à travailler avec les gens qui sont en place. Et puis même quand on a un nouveau qui arrive, il n'est pas choisi par nous. Donc voilà. Avec les élus, j'essaie d'avoir d'abord de l'écoute. Moi, j'ai eu la chance d'être fonctionnaire territorial pendant 15 ans. J'ai fait des métiers comme secrétaire de mairie, dans des petites mairies, directeur d'un petit office d'HLM, etc. Donc voilà, j'ai une expérience de terrain et j'essaie plutôt de m'adapter à la réalité de celui-ci que d'essayer d'imposer ma vision au terrain. Et j'ai intérêt à le faire parce qu'autrement, je ne gagne pas. Vous êtes confiant pour cette mission ? Je suis investi. J'ai pas peur. J'essaie de m'appuyer sur ce que je sais faire et sur mes atouts. J'essaie de créer un réseau et de travailler. Voilà, je m'investis. J'ai surtout envie de m'engager. C'était un petit temps de parole, le premier, pour tenter de découvrir qui est Thierry Suquet, comment ce nouveau préfet fonctionne. On en sait un peu plus. La prochaine fois, on rentrera un peu plus dans les détails. On vous laisse le temps d'arriver et de regarder tous les dossiers, de faire le tour. Ça va aller vite, parce que l'île est petite, mais il y a tellement de dossiers à faire que ça va faire des grosses journées, des petites nuits. En tout cas, merci d'être venu sur ce plateau, monsieur le préfet. On vous souhaite évidemment bon courage pour cette nouvelle mission. En tout cas, nous, on va rester vigilants sur tout le travail qui sera fait. Merci 1000 fois pour votre passage. Allez, c'est tout pour ce QFD. Nous, on se retrouve évidemment très vite, toujours sur les ondes de Quasi. Salut.